Alors, je suis un peu étonné parce que quand on vous écoute, effectivement, les salles de shoot, on ne peut pas être pas d'accord avec vous. On voit bien combien les avantages ça apporte. Hein. Et en même temps, vous me dites, il n'y a pas de drogués heureux. C'est ce que je comprends. Comment ça fait des marginaux, des parias, etc. Et je suis un peu étonné parce que moi, à vrai dire, je suis venu avec un a priori. Quand on parle de légalisation des drogues, bon, je ne suis pas a priori pour. Et vous me dites, bah, ouais, ça serait peut-être mieux de les légaliser, comme ça il y aurait moins de violence. Mais en même temps, vous dites que la drogue, ça fait des ravages. Alors c'est là que je ne comprends pas bien votre position. Et puis, très franchement, moi, un trafiquant de drogue, qui soit sévèrement sanctionné, à vrai dire, ça va pas en fait m'empêcher de dormir. Et, bon, moi, je ne suis pas confronté au problème. J'ai pas dans mon entourage des personnes qui ont ce genre d'addiction. Je me suis jamais drogué moi-même. Et donc, c'est là où je comprends pas bien la position. D'un côté, il y a des drogués malheureux, et de l'autre côté, on veut pouvoir vendre les drogues librement. Et je reviens également à ce que monsieur a dit tout à l'heure. Quand je me shoote, je n'engage que moi. Oui, mais on peut aussi avoir des proches, avoir des familles, et ça ne fait pas forcément plaisir à ses proches qu'on se shoote. Et à ce moment-là, on peut très bien dire, voilà, la ceinture de sécurité, on la met ou on la met pas. On ne devrait pas être sanctionné pour pas la mettre. Voilà, c'est mon objection. Je vous remercie. Comme on n'est pas très nombreux, on peut peut-être donner la parole à truc et après redonner la... Vous voulez intervenir tout de suite ou... Oui. Allez-y. Moi, quand je vous écoutais, je pensais que vous parliez pour des personnes qui commençaient dans la drogue, de ces colliers, on peut dire. Mais moi, je suis mère d'un toxico qui a 44 ans, mais lui, c'est un professionnel de la toxicomanie. Donc là, vraiment, ça m'échappe. Lui, il a toujours désinfecté les seringues, il n'a jamais eu besoin d'aller à aucun endroit comme ça. Mais lui, c'est le maximum. Donc d'ailleurs, il n'a pas besoin de trucs spéciaux, c'est-à-dire il va à beaucoup de docteurs, il a des médicaments en masse, et il prend énormément. Une fois, on lui avait dit que c'était le troisième qui prenait autant de médicaments, des opiacés en France, plus que les personnes qui étaient en train de mourir parce qu'ils avaient un cancer. Donc bon, ça fait depuis 18 ans qu'il se drogue et maintenant il a 44. Donc il a fallu, plusieurs fois, j'ai failli qu'il me tue, extrêmement violent. Et donc des fois il a fait des arrêts pour s'enlever de tout ça. Mais une fois, récemment, l'année dernière, il a été épiné. Et après, il ne prenait plus, donc on lui a donné une permission pour aller à la poste. Et après, il était tellement saoulé, il s'était saoulé, il est rentré avec un couteau, il a menacé à tout le monde. Et donc, malgré que c'était un hôpital psychiatrique, on lui a amené avec une ambulance à notre hôpital psychiatrique de Chartres où il habitait. Donc là, c'est pour vous dire comment est-ce qu'il est. Une autre fois, j'ai dû appeler la police, puisqu'ils voulaient me tuer, brûler la maison, enfin, tout comme ça. Et donc, ils sont venus, ils n'osaient même pas rentrer. Donc, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont venus, ils l'ont amené à un hôpital. De là, de nouveau, à un hôpital psychiatrique. Il a été plusieurs fois parce que j'ai dû signer un papier pour qu'on l'amène à l'hôpital psychiatrique. Mais au bout d'une semaine, on lui lâche, puisqu'ils me disent qu'il n'est pas fou. Mais c'est une boulimie. Donc il prend de tout, il mélange tout. Quand il a son truc, là, il est adulte handicapé à 80% à cause des comportements, des trucs de comportement. Au premier jour d'avoir la paye, il les dépense en crack, en coke, et en plus il boit, enfin, la totale.
Et donc il dérange tout le monde. Et moi j'ai couvert des dettes. Et donc il crie. Hier même, il n'était pas content d'une banalité. Donc il me jette l'assiette, il jette tout, il casse. Et il n'est pas fou. Mais seulement il est des drogues. Donc c'est pour ça que quand vous parlez des endroits pour que les personnes aillent gentiment se piquer, alors là c'est vraiment des débutants. Et donc moi je suis avec un vraiment professionnel. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, puisque ça fait beaucoup d'années que ça dure, et moi je ne peux rien faire d'autre que limiter les dégâts. Que des fois essayer donc d'appeler la police si je peux m'échapper, puisque je risque la mort. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? Et donc, maintenant, il s'est cassé un pied, on a dû lui mettre des broches, et une semaine après qu'on l'amène à une clinique, c'était le jour où il neigeait beaucoup, que ça glissait tout, malgré qu'il était plâtré avec une chaise de roue, à roue et tout, il s'échappe pour aller chercher encore d'autres choses malgré qu'on lui avait donné plus qu'à personne. Et on lui a mis à la porte au bout de 6 jours puisqu'il disait qu'il s'est piqué les médicaments, que ceci, que cela. Donc même à l'hôpital, on ne peut pas l'avoir. Donc voilà, ça c'est un vrai drogué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire. Puisque aussi je ne peux pas vivre comme ça. Et ça fait beaucoup d'années que ça dure. Et personne ne m'a aidé, jamais. Puisque sinon, il n'y a que les petits endroits où ils donnent de la méthadone, et lui, ça, il ne veut pas, il dit que c'est de la merde, que c'est fait avec des trucs là pour les voitures, là, enfin, que c'est, lui, il prend maintenant de l'Ephantora, enfin, il a pris beaucoup de Moscontan, ou sinon de la coque pure, enfin, des choses de meilleure qualité, quoi. Donc, voilà. Merci. Qui est-ce qui voulait intervenir? Tu voulais intervenir, Philippe? Non? Après. Après. Alors, je propose de répondre. On ne peut pas répondre à toutes ces questions, mais peut-être essayer de donner deux, trois éléments. D'abord à la première question, ensuite à la deuxième, qui est plus un témoignage qu'une question. Sur le... Mais aussi, excusez-moi, une question de savoir quoi faire. Ouais. Sur le... La seule fois où il a été bien, c'est quand il était en prison. Là, il résonnait bien, il écrivait, il était vraiment super. Et puis, en dehors des prisons, c'est la catastrophe. Sur le premier, je crois que la difficulté, c'est de comprendre que une partie de ce qui crée les problèmes rajoutés du produit, c'est justement le statut illégal qui va rajouter aux difficultés. C'est-à-dire que le raisonnement qu'on tient, c'est surtout pas de dire il faut rien faire, il ne faut pas du tout cadrer ces choses-là. C'est évident qu'il faut les réguler et qu'il faut mettre un certain nombre de limites. Vous aviez terminé sur l'histoire de la ceinture de sécurité. Et quand on débattait avec le président de la MIL de l'époque, il disait la seule chose qui a marché, c'est les radars. Hein, alors, il était très content qu'il disait ça parce qu'il disait, voyez, il n'y a que la punition qui marche. Je dis, attends, non, c'est une punition qui est adaptée, c'est-à-dire ça n'empêche pas de rouler vite, ça empêche de rouler trop vite. Hein. Et dans la salle de consommation, on essaye de faire la même chose. Le but pour les personnes qui en ont besoin, c'est pas de les empêcher tout de suite de s'injecter, si elles ne peuvent pas faire autrement, c'est de les empêcher de s'injecter dans des conditions qui vont rajouter du désordre au désordre, de la souffrance à la souffrance. D'accord ? Après, le débat, est-ce qu'il y a des toxicomanes heureux ou pas ? Avec le témoignage qu'il y a, je vais bien me garder de vous répondre d'un seul coup. Je crois que le problème de tous les usages, on peut avoir un certain nombre de choses qui sont plutôt agréables avec des usages et on peut avoir un certain nombre de choses qui sont désagréables. Vous le prenez avec n'importe quoi. Vous prenez une nourriture à peu près normale, comme le chocolat, et bien vous pouvez avoir des gens qui vont trop manger de chocolat, qui ne peuvent pas s'empêcher d'en manger trop et qui finiront par avoir des expériences désagréables. Alors c'est pas banaliser les drogues que de dire ça, c'est de dire que si on raisonne juste avec un seul schéma, on n'y arrive pas. Donc il faut arriver petit à petit à dire... Alors,
je ne peux pas complètement l'empêcher, puisque un certain nombre d'éléments font que c'est là. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit moins dangereux, moins explosif pour la personne et pour son environnement? Voilà. C'est pour ça que, pour un certain nombre d'usagers, la salle de consommation est intéressante. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est loin d'être une solution qui va remplacer toutes les autres. Comme à chaque fois qu'on a fait des actions en réduction des risques, la première difficulté, c'est d'arrêter de dire il y a un toxicomane. Il y a des façons différentes de consommer, et il faut qu'on accepte de donner des réponses qui sont adaptées à ces différentes personnes. Voilà. La réponse qu'on va donner avec ces personnes sera adaptée pour une partie du public. Ça ne résoudra pas la totalité, et on n'a jamais prétendu que ça résoudrait la totalité des situations rencontrées. Ça visera une partie de ces personnes. Je crois que pour répondre à votre première interpellation, c'est ça, hein, c'est de dire il faut prendre les choses, non pas d'un bloc, mais partie par partie, et dire que pour une partie de ces personnes, faire cette marche intermédiaire, cette étape intermédiaire, c'est quelque chose qui va plutôt du côté de... Ça leur permet de baisser un peu l'excitation de l'expérience. Moi, une des choses qui m'a fait évoluer sur les choses de consommation, puisqu'au début, j'étais pas pour, il y a deux choses quand j'ai commencé à c'est d'abord, comment elles ont été inventées. Elles ont été inventées pas par des théoriciens dans un bureau, elles ont été inventées sur le terrain par des personnes qui petit à petit ont vu que sur le quartier où ça commençait à se faire, quand ils ont laissé faire ça et que petit à petit ils l'ont encadré, ça améliorait la situation plutôt que ça l'aggravait. Je crois qu'il faut se rappeler ça. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que les collègues suisses qui ont fait ça n'avaient pas idée de faire une salle, ça n'existait pas à l'époque, les premiers qui l'ont fait. Mais ils ont reçu des usagers, cette pratique-là a commencé à se faire, ils ont négocié avec les autres partenaires, police, ainsi de suite, et ils ont vu que pour ce type de public, ça améliorait la situation. Donc c'est ça qui est le point fondamental. Et encore une fois, c'est de dire, sur ces questions-là, la réponse tout blanc ou tout noir, elle nous met dans des impasses. Elle nous met dans des impasses, d'accord ? On n'arrivera pas avec une solution qui donne le choix entre A ou B. Il faut qu'on ait une plus grande diversité, et c'est là-dedans que ça se remet. Alors la dernière chose, pour être tranquille, c'est ce qui fait la complémentarité. Moi, je suis de ceux, en plus, je vous dis, il y a une partie des gens avec qui je travaille, tout leur travail au quotidien, c'est d'essayer d'accompagner des parents, c'est d'essayer d'accompagner des éducateurs pour ne pas faire l'éloge des drogues. Alors, ne pas faire l'éloge des drogues, c'est pas non plus les diaboliser, il y a des tas de choses dont on ne fait pas l'éloge. On ne fait pas l'éloge de la vitesse, mais on essaye petit à petit d'accompagner nos enfants vers quelque chose qui a à voir avec la vitesse. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un ado de 19-20 ans, eh bien, la première cause de mortalité, c'est l'accident automobile. Hein, c'est la première prise de risque qu'il va avoir là-dessus. Et vous n'allez pas lui dire c'est complètement interdit parce que c'est dangereux. Vous allez essayer petit à petit de l'accompagner. Vous allez essayer de faire qu'il ne sera pas complètement dans l'abus de vitesse, mais vous allez essayer de l'accompagner. On pourrait multiplier les exemples où on voit que notre rôle, c'est de dire finalement, il faut poser des limites, mais il faut qu'elles soient progressives, il faut qu'elles décrivent une situation, il faut qu'elles accompagnent la personne, et il faut qu'elles accompagnent la prise en main de ces situations. Voilà. Donc là, ce qu'on a appris avec la réduction des risques, et ce qui est poussé un peu plus au fond avec l'exemple de la salle de consommation, c'est ce type de raisonnement. Après, Olive Einstein disait il n'y a pas de drogués heureux, mais il y en a autant qui vous diront il y a des drogués heureux. On peut se battre sur plein de choses. Il y a des gens qui font l'éloge du vin. Voilà. Il y a des gens qui font l'éloge du vin et qui disent que c'est extraordinaire. Bon, moi, je ne vais pas vous faire le débat sur est-ce que le vin est de l'alcool ou pas, mais il y a des tas de personnes qui vont... Vous allez avoir des personnes qui vont même vous faire l'éloge du whisky. Quand on travaille dans certains lieux, c'est un peu décourageant. Et pourtant, il y a des personnes qui peuvent être amateurs de... Je ne veux pas faire trop long sur cette partie-là, mais il y a aussi quelque chose de complètement utopique de vouloir enseigner l'abstinence ou imposer l'abstinence dans une société qui propose autant d'expériences, autant de sensations, autant d'appels à consommer. Donc il faut là aussi peut-être avoir quelque chose qui est se dire
je ne suis pas forcé d'en faire l'éloge, mais est-ce que je suis forcé de le diaboliser? Et est-ce que je crois que la solution de dire c'est mauvais en soi, c'est mauvais par essence, ça va aider à ne pas y aller? C'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais par essence, ça peut être dangereux en soi, ça peut être dangereux, et il faut qu'on le sache, mais le plus grand danger, c'est de pousser la personne dans une situation où soit elle tient cette ligne-là, je ne touche pas, ce qui est très compliqué, soit elle va être laissée sans solution intermédiaire. Et c'est juste ce qu'on essaye de faire, ouvrir des solutions intermédiaires qui sont adaptées. Je crois qu'une des choses qu'on avait vues, c'était la deuxième chose qui m'avait fait bouger, c'est qu'à Vancouver, dans le quartier de Vancouver, dans la ville de Vancouver, après l'ouverture de la salle, il n'y a pas forcément de lien direct, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est fait dans le même mouvement. Après l'ouverture de la salle, dans les zones mesurées par les personnes qui ont évalué l'ouverture de cette salle dans cette ville du Canada qui s'appelle Vancouver, eh bien c'est les demandes de sevrage aussi qui ont augmenté d'un tiers. C'est-à-dire que peut-être quand même le fait d'avoir un peu civilisé, un peu calmé, un peu ouvert des portes, ça a aussi contribué à faire aller des gens vers le sevrage. Voilà. Il n'y a pas de réponse unique, hein, mais il peut y avoir plusieurs éléments de réponse. Oui. D'ailleurs, la salle de Vancouver, en fait, au premier étage, il y a la salle d'injection de Vancouver. Et au deuxième étage, il y a une salle, un centre de cure et de sevrage, en fait, qui fait qu'on peut très bien, le matin, aller s'injecter et le soir, aller se sevrer. Donc, ce qui montre bien que les deux choses ne sont absolument pas contradictoires, mais complémentaires. Sur les drogués heureux, moi, ça date de 1970, c'était un certain temps, c'est maintenant complètement dépassé. Même le terme drogué, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un fumeur, un buveur d'alcool, un injecteur d'héroïne? En fait, les drogués sont aussi heureux et aussi malheureux que la plupart des gens. C'est des personnes humaines comme les autres. Sur la salle de consommation, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'on ne vend pas de drogue dans les salles de consommation, c'est-à-dire qu'on arrive avec ces produits acquis illégalement à l'extérieur. Il ne faut pas confondre salle de consommation et légalisation, ça n'a pas grand-chose à voir. Vous disiez usagers professionnels, mais dans ces salles-là, les usagers qui ont un chez eux n'ont pas à aller dans ces salles-là. Ils le font chez eux. C'est des usagers qui sont SDF, en grande précarité, dans les squats, en rupture familiale, en rupture avec tout. En fait, c'est fait pour ça, ces salles de consommation. Et c'est là-dessus aussi qu'on s'est battu. C'est pas pour les jeunes de 17 ans qui sortent en boîte, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, quoi faire pour que mon fils soit en rupture avec moi? Puisque c'est qu'il ne me lâche pas. L'autre jour, il m'a pris la voiture. Si je ne lui donnais pas de l'argent, il ne me donnait pas la voiture. Et lui, il n'a même pas le permis, puisque d'ailleurs, on lui a enlevé. Il a été en prison longtemps parce qu'il avait conduit de nouveau sa voiture, et sans permis, etc. Donc, quoi faire pour me couper de lui? Puisque c'est plus possible. Puisqu'il me menace sans arrêt. C'est pas possible. Oui, non mais il y a des consommations de drogue qui posent d'énormes problèmes, mais enfin je dirais que il y a des gens qui posent d'énormes problèmes, hein, pour lesquels on n'a pas de bonne réponse. Mais la démarche de la réduction des risques, c'est vraiment une démarche pragmatique, c'est-à-dire comment faire pour que... Oui, non, mais je comprends, mais voilà. lui, il a été pris avec une hache, avec des fusils, avec tout. Il a été une fois à une pharmacie avec une épée. Enfin, donc, moi, je parle pour un cas qui n'est pas des petits consommateurs d'école, quoi. Et donc, là, j'aimerais quand même que j'arrive à qu'on m'aide. Et voilà. Oui, donc, si après vous pouvez me dire si maintenant vous ne pouvez pas le par la suite. Je pense qu'effectivement, peut-être que tu peux peut-être proposer des associations qui soient des relais, parce que personne n'a de solution magique. Et on est ici à la Société Louise Michel, et Daniel Ben Saïd signalait qu'il y avait un énorme problème dans l'histoire, c'était la discordance des temps. Et on se rend bien compte que dans ce débat-là, on n'est pas dans les mêmes temps. Je veux dire, et c'est très difficile. Donc, par exemple, dans quel temps je suis? Quand monsieur s'interroge sur le fait de prohiber ou pas prohiber, comment je réponds?
Et dans quel temps je suis si je m'interroge sur le fait, dans une perspective à la Foucault par exemple, me dire mais qu'est-ce que ça veut dire des salles de shoot? Est-ce qu'on n'est pas en train d'enfermer spécifiquement certaines personnes dans des lieux spécifiques? Et je veux dire, est-ce que ça ne participe pas à l'enfermement? Et alors, attendez, je suis parfaitement pour, mais je m'interroge aussi sur des conséquences à long terme. Je veux dire, j'ai été des personnes qui ont défendu les produits de substitution très tôt. Dans le centre où j'ai travaillé, on était le deuxième centre à utiliser ces produits-là. Mais j'ai aussi remarqué que ça a été l'occasion d'une mainmise absolument phénoménale du secteur médical sur la question de la toxicomanie, et que d'un seul coup, les questions intersubjectives ont cessé d'être des questions importantes. Dire que, d'autre part, on s'est rendu compte, dans le département où je travaillais, on s'est rendu compte que, non pas les demandes, mais parce que les demandes n'étaient plus entendues, par exemple, les demandes de sevrage, comme tu dis, ce que tu as dit sur Vancouver, j'en suis pas du tout sûr. Moi, ce que j'ai vu, c'est le contraire. C'est-à-dire que les lits de sevrage, par exemple, de l'hôpital de Nanterre ont été supprimés. C'est tout simple. Puisque quand ils allaient à l'hôpital, on leur proposait de la méthadone. Je veux dire, donc, la question, elle est vachement délicate et difficile de se prononcer. Et je pense qu'il faudrait essayer de signaler des niveaux différents de travail, c'est-à-dire le niveau des professionnels et de la clinique individuelle, qui ne peut pas se confondre, par exemple, avec une politique de santé publique. Donc il y a le niveau de la clinique, qu'on peut discuter, il y a le niveau d'une politique de santé publique, qui est encore un autre niveau, et puis il y a un niveau politique. Et alors là, pour le niveau politique, moi je suis convaincu que, comme le dit très très bien Noam Chomsky, que la prohibition de la drogue, c'est un des outils de guerre aux pauvres, un des outils fondamentaux. Et que de cette façon-là, il y aura quelque chose qui n'est pas en quelque sorte réformable à l'intérieur du système. Il y aura toujours quelque chose qui va reprendre. Je veux dire, on peut avoir des avancées ponctuelles, mais fondamentalement, le système a besoin de cela. Fondamentalement, le besoin. Alors si, effectivement, on peut prendre, vous prenez le cas de l'Amérique du Sud, des anciens présidents de la République qui disent il faut... Bon, je veux dire, bien sûr, les types, ils sont tellement effarés qu'ils disent maintenant il faut changer. Mais ceux qui sont en poste, ça ne change rien. Ça me fait exactement penser, et puis j'arrêterai là. Je viens de voir il n'y a pas longtemps sur Arte un reportage qui était les interviews de 6 directeurs du Shin Bet israélien qui disaient que la politique antiterroriste menée depuis 40 ans, c'était de la merde, que ça servait à rien, qu'ils arrêteraient rien, qu'ils progressent. Et puis ils disaient, mais c'était des professionnels, c'était y compris des types qui avaient du sang sur les mains, mais ils analysaient de façon extrêmement froide la situation, mais la politique c'est autre chose. Et je veux dire, et on n'a pas l'impression que ces 6 types qui ont été les 6 directeurs du Shin Bet, ils vont changer la donne en Israël. Et je pense que ça c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en France, je veux dire, et quand je vois, et alors là c'est là où j'ai un peu l'impression que, excusez-moi du peu, mais quand je vois par exemple ce numéro sur les salles de consommation, qui finit par donner la parole à des politiciens professionnels retors, comme Le Guen, le maire adjoint de la santé à Paris, qui est un professionnel retors, c'est-à-dire un type comme ça, quand on commence à travailler avec lui, on est sûr qu'on se fera avoir à la fin du compte, qu'on se fera couillonner. Je veux dire, on est sûr que ce type-là, il n'est pas là pour nous aider, il est là pour nous enfoncer au moment où on s'attrape à le moins. Et je veux dire, c'est un peu comme les pervers, on n'y croit jamais jusqu'au moment où ça nous tombe sur la gueule. Et c'est ça, moi ce que je constate, c'est que, oui, et j'arrête là, ce que je constate, c'est que, par exemple, tu disais tout à l'heure, en 1976, je crois, Bernard Kouchner a signé l'appel du 18 juin pour la légalisation du cannabis. On est en 2000, ils ont tous abandonné, ils ont tous cédé, et on se retrouve à faire passer le fait que Barzac autorise les seringues comme des victoires. Mais je veux dire, c'est pas des victoires, c'est d'abord une défaite en race campagne, de toute une génération
sur cette question de la drogue. Et là, on est dans une situation où, bien entendu, je peux comprendre ce que tu dis, c'est-à-dire que bon, maintenant, on va dire, on est tellement dans une situation de ruine par rapport à ces questions-là, sur le plan idéologique, qu'on n'a plus rien à faire qu'à se ramasser de façon la plus pragmatique possible. Mais en même temps, c'est là où je poserai la question, est-ce qu'on ne risque pas, si on cède sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'on ne doit pas légiférer sur les questions de drogue. On ne doit pas légiférer comme on ne doit pas légiférer sur les questions de mariage. Sur ces questions-là, sur ces questions personnelles, il faut, quand je dis pas légiférer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas légaliser, dire c'est légal, il faut qu'il n'y ait pas de loi du tout sur cette question-là, et que les lois, elles soient sur autre chose. Elles soient sur autre chose, sur des conduites, pas sur des... par exemple, il peut y avoir une loi interdisant de prendre de la cocaïne ou du LSD si on est pilote d'avion, ça on peut comprendre. Je veux dire, bon, mais pas sur des usages personnels, je ne vois pas ce que l'État a à faire là-dedans, ni de près ni de loin. Et que si on cède sur cette question-là, eh bien, voilà. Et puis enfin, une dernière chose, excusez-moi pour la longueur, mais bon, c'est quand même un sujet qui m'a pas mal travaillé l'esprit, mais aussi une autre chose, c'est que le produit, pour moi, il ne peut pas être magnifié dans un sens ou d'un autre. Quand je lis, par exemple, dans un numéro qui m'avait fait hérisser les cheveux de la Sud, où je comparait les héroïnomanes des années 80 aux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me disais, où ça va là? C'est du délire complet, c'est-à-dire que moi je reviens quand même à la pharmacie de Platon, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui peuvent être remèdes ou poisons et qui peuvent être utilisés par un tel ou un tel d'une façon ou d'une autre, que y compris les oppresseurs savent utiliser les drogues pour mettre à bas des peuples, par exemple l'opium en Chine, l'alcool pour les communautés indiennes d'Amérique du Nord. Il n'y a rien à magnifier là-dedans. Il y a simplement à voir comment c'est utilisé et quel fonctionnement. Donc ça, c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans tellement de temps en même temps qu'on ne sait plus quoi faire. Merci. Qu'est-ce qui veut réagir? Oui, enfin bon, moi je dirais, je dirais c'est même pas le problème de savoir être d'accord ou pas d'accord, parce que ce qui se passe, c'est que, je suis d'accord au moins sur une chose, je pense qu'il y a un terrible recul sur la question de la prohibition. C'est-à-dire que la prohibition qu'on pouvait penser dans les années 70 qu'il suffisait de taper dans les mains pour le supprimer, n'a pas arrêté de se renforcer et c'est devenu une catastrophe internationale. Quand je dis que la moitié des prisons du monde sont remplies de personnes qui consomment, qui sont pour des délits qui sont liés aux drogues et qui sont d'ailleurs majoritairement des usagers, c'est quand même une catastrophe. Bon, il y a les mafias internationales, enfin je veux dire, la prohibition n'a fait que se renforcer. Bon, donc, mais je dirais que la question, enfin ce en quoi la réduction des risques a ouvert un chemin, une façon de faire, c'est que elle part, enfin qu'on soit pour ou contre la prohibition finalement, on est obligé de se mettre d'accord qu'il vaut mieux protéger la santé que de l'aggraver. D'accord? Voilà. Bon, donc c'est une espèce de démarche pragmatique qui fait qu'on a réussi à avancer. Bon, c'est pas formidable, hein, c'est vrai, l'autorisation des seringues, c'est pas un truc... Enfin, ça devrait être une évidence, mais bon, ça a été difficile à écrire. Donc, je veux dire, peut-être c'est fondé sur un pessimisme fondamental, c'est-à-dire on n'a pas la possibilité aujourd'hui de faire la révolution. On a des conventions internationales qui pèsent sur nous et qu'on ne sait pas comment changer, et que c'est vrai pour les questions des drogues comme c'est vrai pour, je sais pas moi, comme c'est vrai pour la lutte sur les paradis fiscaux. Bon, on peut dénoncer, on peut avoir des opinions précises là-dessus, mais bon, pour le moment, on ne sait pas comment faire bouger. Mais dans les drogues, on a réussi à trouver un petit chemin pour bouger. Et pour ce qui est de l'Amérique latine, si l'Amérique latine est en plein mouvement, justement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que c'est pas seulement une question d'opinion, c'est que c'est des nouvelles façons de faire. Ça n'a pas gagné.
il y a des mafias très violentes, mais lorsque le Brésil veut reconquérir les favelas, ils sont obligés d'envoyer l'armée parce qu'en face d'eux, vous dites ça m'est égal que les trafiquants soient sévèrement punis, mais je suppose que ça ne vous est pas égal d'avoir en face de vous des mafias qui sont armées, hein. Or, ce qu'on a constaté, c'est que plus on réprime et plus les mafias se renforcent. Ça, c'est le constat qui a été... Voilà. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie. La guerre n'est pas une bonne stratégie par rapport à ce problème-là. Et à l'heure actuelle, l'idée, justement, qui est, compte tenu qu'on ne peut pas faire bouger les conventions internationales, alors qu'on pourrait considérer que ce serait beaucoup mieux de les supprimer, mais le fait est qu'on ne peut pas les faire bouger. Bon, donc c'est comment faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Et la réponse, c'est effectivement une démarche pragmatique qui peut unir des gens qui sont, je dirais, sur des positions que les Américains appellent libérales, c'est-à-dire pour supprimer toutes les lois et considérer que c'est une affaire privée, aussi bien que des gens qui considèrent que la prohibition est une protection. Et que si on mettait les drogues en vente libre, eh bien on risquerait d'avoir avec la cocaïne le même problème qu'on a avec l'alcool. Bon, et donc ça en rajouterait au lieu de résoudre. Bon, donc ça c'est deux prises de position, on peut en discuter philosophiquement, mais la démarche de réduction des risques, c'est de dire, bon, on va se mettre d'accord sur quelques faits qui nous permettent d'avancer en commun. Et on est d'accord que l'objectif, c'est quand même la protection de la santé. Donc, à partir du moment où on sait que les gens qui sont en traitement meurent moins que les autres, à condition qu'ils le veulent, hein, parce qu'ils ne le veulent pas forcément, mais à condition qu'ils le veulent, eh ben, c'est quand même une avancée. Voilà. Bon, ça serait peut-être mieux s'ils avaient de l'héroïne, ça serait peut-être mieux s'ils avaient de l'opium, mais pour le moment, on prend ce qu'on peut, à partir du moment où donc c'est le pragmatisme, disons, que je prêche, ce qui quitte à ce qu'on aille prendre un pot ensemble et qu'on discute après de quelles sont nos opinions respectives. Moi, je voudrais ajouter deux petits points, parce que c'est... Une première, ce que tu disais sur les anciens, c'est très drôle, parce que c'est aussi, on pourrait faire le catalogue des anciens ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire que c'est une chose passionnante, et on pourrait prendre toutes les déclarations du ministre de l'Intérieur quand il prend son truc, où il te dit je vais éradiquer, voilà. Ça se succède, c'est extraordinaire. Je ne suis pas un des plus anciens, mais voilà, moi j'ai commencé avec Defer, et on a quand même vu se succéder des gens qui n'étaient pas des guignols. Donc, Defer, Joxe, Kéran, Sarkozy, Pasqua, Vaillant. Enfin, le catalogue est impressionnant. Donc ça, c'est t'en donner acte volontiers. La deuxième chose, c'est, oui, un des points de torsion, c'est comment on peut et comment on a pu faire rentrer l'acte médical sans médicaliser le problème. Et là, c'est sans arrêt un débat, pour le coup. Alors là, je reprends ma casquette de président de la Fédération. On se bat beaucoup là-dessus. On se bat beaucoup pour dire il faut penser, y compris ne pas avoir peur, parce que c'était un peu la question de ne pas vouloir faire une politique de santé publique, continuer à travailler dans l'intersubjectivité. Donc, n'ayons pas peur d'une politique de santé publique, n'ayons pas peur de médicaliser ce qui doit l'être, mais défendons pied à pied, hein, à l'inverse, le fait qu'on ne doit pas penser la question des usages comme étant une question médicale. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est là qu'on se plante. Hein. Si on continue de penser la question des usages comme étant une question médicale, on se plante. C'est une question sociale, c'est une question sociétale, anthropologique, économique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il y a un vrai débat à avoir. Et ça rejoint ensuite le troisième point, et je ferai juste le lien, qui est que du coup, c'est pas du tout iconoclaste de réfléchir à d'autres modèles de rencontre entre ces substances et les personnes. Et une partie du débat sur la déprohibition, le changement de statut, ça n'a pas pour but de dire on veut rien faire. Parce que moi, je travaillais la question autrement. Les lois sur les produits, elles ont finalement beaucoup bougé. On a beaucoup avancé sur la prohibition du tabac en interdisant. On aurait eu cette réunion il y a quelques années, il y aurait eu un nuage de fumée au-dessus. C'est évident. On a beaucoup modifié.
les lois, par exemple, avec quelques faiblesses sur la communication par rapport à l'alcool et l'alcool. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des grandes lois, la loi Evin, la loi Bertrand, et puis la loi HPST, une des choses sur lesquelles il y a eu de grosses bagarres qui n'ont peut-être pas été suffisamment médiatisées, mais c'est cette espèce de double mouvement où d'un côté on voulait, et on a fait passer l'interdiction de la vente aux mineurs, ce qui n'est pas complètement absurde après tout, l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs, mais au même moment, on a refusé de limiter la pub en faveur de l'alcool sur Internet, qui est quand même le gros support sur lequel les adolescents vont chercher de l'information. Donc là, il y a eu une magnifique hypocrisie du ministère de la Santé, qui a surcommuniqué sur « regardez, je défends la ligne », toujours cette ligne de l'interdit, en pénalisant et en interdisant la vente d'alcool aux mineurs, au même moment où il laisse les alcooliers faire ce qu'ils veulent. Et puis il y a une dernière petite anecdote. Moi, avant de venir ici, je suis appelé par une journaliste qui dit « voilà, je voudrais faire quelque chose sur les boissons énergisantes ». Bon, ça paraît très loin de ce qu'on discute, mais c'est pour vous montrer pourquoi la prohibition, elle est vouée à l'échec. La boisson énergisante, le fameux Red Bull, c'est quand même le message qui est donné à un jeune qui consomme du Red Bull, c'est « n'écoute pas ta fatigue ». Prends une boisson qui va te donner un coup de booster. D'accord ? Le message en termes de santé qui est donné, c'est... Parce que le Red Bull, c'est pas une boisson qui reconstitue ce que le muscle a dépensé. Ça, c'est les boissons reconstituantes de l'effort sportif. Le Red Bull, c'est de la caféine et d'autres petits trucs avec un peu de magie dedans, qui donnent un coup de booster. Quand on voit que tous les grands sports à risque, tous les grands sports qui font l'éloge de la vitesse, l'éloge de la défense, l'éloge d'aller plus loin, auxquels on a interdit le sponsoring du tabac et le sponsoring de l'alcool, sont maintenant sponsorisés par les boissons énergisantes, on voit bien que quand on va arriver après avec un discours de santé basé sur la prohibition, on est complètement dans quelque chose qui est voué à l'échec. On est complètement dans quelque chose qui est voué à l'échec. Et je vous rappelle, si vous voulez faire le test, vous le verrez, que maintenant, quand vous allez dans un certain nombre de petites épiceries, et comme par hasard les plus proches d'un certain nombre d'espaces festifs, les boissons énergisantes, elles ne sont pas vendues à l'autre bout, elles sont vendues à côté des canettes de bière et à côté de l'alcool. Donc voilà, une politique des addictions, c'est aussi une politique qui regarde où est le centre de gravité de la société et qui se dit, moi, là, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout résoudre, et du coup, comment j'essaye de faire pour qu'au moins on n'envoie pas les gens se fracasser avec des messages extrêmement contradictoires. Et tu as raison de dire qu'il faut tenir compte de ces temporalités différentes et qu'il faut tenir compte un peu de cette espèce de contradiction. Mais ça renvoie pour moi, et je crois que là, en tout cas les trois qui sont là, on est d'accord là-dessus, au fait qu'à la fois, bien sûr, heureusement qu'on a, avec la réduction des risques, réintroduit un discours médical à l'intérieur des addictions qui n'y était pas assez, mais bien évidemment, je crois que pour les personnes qui sont là, et que quand même pour quelques collègues médecins, ça ne voudrait pas dire la médicalisation. Là où c'est pas gagné, c'est que c'est pas le point de vue de tout le monde et qu'un certain nombre de grands leaders d'opinion universitaire, eux, mettent en avant un schéma purement médical. D'accord. Attends, juste en tant il ne faut qu'initiateur. pas qu'on discute comme ça, tu vas intervenir après. Il y a aussi Luc qui est là. Sur l'enfermement, en fait, je serais d'accord avec vous si on mettait les salles de shoot à l'extérieur des cités et que c'était pour s'en débarrasser. Mais là, c'est bien réintroduire les usagers de drogue au cœur de la cité. Et l'exemple le plus parlant pour moi, c'est Genève, qui est un gros cube vert fluo, on ne peut pas le louper quand on va à la gare de Genève, qui est une façon de dire « nous sommes là ». On ne peut pas nous cacher, nous sommes là. Sur la suite de la politique de drogue, la révolution elle est déjà en cours, selon moi, en fait. Et de toute façon, les lois sont en train d'être complètement dépassées. Il y a ce qu'on appelle les nouvelles drogues de synthèse, on l'appelle les legal height, research chemical, designer drug, qui sont comme les drogues interdites, sauf qu'on a changé un atome et qu'elles sont plus interdites et qu'elles se vendent par kilo sur Internet. Et ce mouvement-là n'est pas arrêtable, c'est-à-dire que quand ils auront interdit des drogues, et ben ils changeront un atome, ils changeront une paire d'atomes, et il y aura de ces nouvelles drogues. Alors la France essaye je ne sais pas si vous avez entendu, on a essayé
classées par famille, comme les catinones, la méphédrone. Mais sauf que depuis qu'on a classé la méphédrone, il y a 10 autres drogues de la même classe qui sont sorties. Et quand je vous parle de ces drogues-là, il y a des drogues comme l'héroïne, il y a des drogues comme la cocaïne, comme le MDMA, comme la kétamine, comme les benzodiazépines, comme les barbituriques. Tout existe maintenant sur Internet. Donc la loi de 70 est déjà absolument dépassée. Et je pense que, moi je me focalise beaucoup sur ces nouvelles drogues, c'est l'avenir si on veut faire bouger la politique des drogues. Attends, je vais devoir donner la parole à Luc, après voilà, on va faire un petit tour, intervention. Pardon. Vas-y. Dans le micro, tu parles bien. Non, je m'excuse d'être arrivé en retard, mais j'avais un problème avec un dentiste et qui m'a drogué. Et bon, je ne connais pas du tout le sujet, mais j'aurais voulu poser une question sur les intersections ou relations, si elles existent, entre, disons, les politiques des drogues et les assurances. Parce que dans tous les domaines, le contre-argument par rapport à l'argument au fond raisonnable qu'un certain nombre de choses appartiennent au domaine de la vie privée, l'argument à la Bouénogien, et que l'État n'a pas à intervenir, sont une réponse très fréquente, c'est attendez, d'accord, mais celui qui fait qui a tel ou tel comportement pénalise la communauté des assurés. Enfin, c'est quelque chose, j'ai écrit un livre il y a maintenant, c'était en 2005, sur la question de la grossesse et de l'avortement. Et c'est un argument qui a été développé aux États-Unis par rapport au fait de ne pas avorter d'un enfant trisomique alors que l'on sait qu'on a des chances de l'avoir à la suite de tests. C'est d'accord, vous êtes libre, on est libéral, vous pouvez le mettre au monde, mais il n'y a aucune raison que le poids retombe sur la communauté des assurés. Donc vous n'aurez droit à aucune assurance, ni publique, ni privée. Est-ce que ces problèmes sont rentrés en intersection? Parce que je pense que la question de l'assurance est aujourd'hui une question tout à fait centrale politiquement et que je vois rarement posée. C'est une question que paradoxalement le statut illicite des drogues leur avait évité, puisque le soin, en échange de cette espèce de dichotomie de la loi 70 qui disait t'as pas le droit, mais en échange le soin était anonyme et gratuit. Et donc, basé sur le fait que c'était une minorité qui allait faire ça. Voilà. Aujourd'hui, avec l'arrivée des traitements de substitution, avec l'arrivée de ce qu'on appelle la notion d'addictologie, qui a quand même été un premier rapprochement de l'illicite et du licite en les mettant dans les mêmes lieux de soins. Cette question commence à se poser. Parce que par exemple, une des choses que l'administration maintenant veut voir remonter des lieux de soins, c'est à quelle caisse de mutuelle vous appartenez. Et puis la deuxième chose sur laquelle ça commence à frémir, c'est la comparaison des traitements. C'est-à-dire c'est la comparaison des traitements. Alors là aussi, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir, mais par exemple, on le voit avec un certain nombre de collègues. Alors on a nous un peu de retard parce que l'économie de la santé en France est quand même un peu balbutiante, hein, mais on discute avec nos collègues belges, par exemple, et alors ils ont des mutuelles qui vont favoriser tel type de traitement versus tel autre de traitement parce qu'ils ont vu telle ou telle étude. Voilà. Donc on commence à avoir cette question. Ceci dit, je pense que par ailleurs, la question de légiférer au sens de vouloir complètement prohiber n'est pas la même chose que la question de légiférer au sens de vouloir accompagner des usages dont les conséquences ne seront quand même pas tout à fait les mêmes. Je pense qu'une des évolutions, si on arrive à faire tomber le tabou de la prohibition, cette espèce de raisonnement naïf qui est qu'on pourrait complètement l'écarter, on rentrera
dans d'autres solutions, qui est, par exemple, l'interdire sur des univers de travail spécifiques, l'interdire dans un certain nombre de conséquences, et c'est là qu'on va retrouver des balances. Mais effectivement, c'est un raisonnement qui commence à apparaître, hein, et alors, d'un côté, par ce qu'on appelle l'économie de la drogue, c'est Cobb qui calcule des grands chiffres, mais de plus en plus à l'intérieur, et par comparaison des traitements et par comparaison du coût. Voilà, mais on est tout à fait au début. C'est pas encore un argument majeur dans. Par exemple, quelqu'un qui prend de l'héroïne en grande quantité. Est-ce qu'il a des difficultés, en dehors de ses difficultés personnelles, à avoir un emprunt pour acheter un appartement à la façon dont ça s'est posé pour les séropositifs il y a une quinzaine d'années? Pour l'instant, il a surtout intérêt à ne pas dire qu'il prend de l'héroïne, puisque ça n'ira pas, le débat n'irait pas plus loin. Non, mais ça n'est pas su. C'est là pour le coup Mais dans le cas des séropositifs, le problème était le même. Ils avaient intérêt à pas le dire, mais d'une façon ou d'une autre, ça finissait par être su. Encore une fois, pour l'instant, le simple fait de faire usage de ces substances est complètement illégal. Et non seulement illégal, mais sanctionné et fait de vous un criminel. Donc du coup, vous n'avez pas du tout intérêt à aller même tester pour voir si votre banquier pourrait avoir une sous-clé de calcul qui lui permettrait de... Donc on est sur quelque chose... Je rappelle que la loi sur les stupéfiants ne distingue pas quels sont les stupéfiants, ne distingue pas quelle est la quantité, ne distingue pas quel est le contexte d'usage. C'est interdit, point. Hein, donc c'est une partie de la difficulté qu'on peut avoir. Hein. C'est une partie aujourd'hui, tu l'évoquais en début par exemple, et je n'en fais pas l'éloge, là encore, je souscris volontiers au fait que c'est un pharmacon, ça peut être bon à mauvais, mais c'est une partie des problèmes qu'on a avec des usagers de cannabis. Moi je reçois des gens qui ont 30, 40, 50 ans, qui ont un usage contrôlé du cannabis. On va prendre le plus simple. À 40 ans, avoir un usage contrôlé de cannabis, c'est pas un exploit. Si on est à peu près bien dans sa peau, c'est pas plus compliqué qu'avoir un usage contrôlé d'alcool. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout à fait des personnes qui consomment quelques joints le week-end, comme d'autres consomment quelques verres d'alcool. Bon, je dis pas tous nos copains. Sauf que ceux-là, s'ils sont interpellés maintenant par le nouveau test routier, se verront appliquer la loi de 70 et non pas la loi routière, c'est-à-dire qu'ils seront à ce moment-là renvoyés sur l'autre truc, avec la pénalisation de l'usage et avec pour un certain nombre d'entre eux des conséquences sociales, plus la détention, plus la conduite, voilà. La conduite et donc, en état, sous-produit. Et donc, par exemple, moi je vois des personnes qui sont tout sauf des psychopathes, tout sauf des délinquants majeurs. Encore une fois, je ne fais pas un éloge, hein, mais qui se sont fait choper dans ces circonstances-là, du jour au lendemain, ils perdent leur boulot. Ils se retrouvent, parce qu'il était conducteur de trucs, il a besoin de sa voiture pour aller au boulot, c'est fini. Donc on est très loin de pouvoir... C'est pour ça que les études économiques sont encore débutantes, parce qu'on est très loin de pouvoir... aller sur cette piste-là, puisque pour l'instant, c'est l'usage par définition qui est interdit. Oui, on va faire une dernière intervention parce qu'on doit arrêter à 9h, il nous reste 5 minutes. Ok, justement, je voulais parler de la consommation du cannabis. Tu as dû débrancher le micro. Voilà. Je voulais parler de la consommation du cannabis parce que dans les lycées, c'est quand même une consommation qui est massive. Hein. On est à 50-60% d'élèves qui fument peu ou prou du cannabis. Vous avez des parents d'élèves maintenant dans les lycées qui commencent à s'habituer à la chose et qui ne réclament même plus de répression contre ça, qui s'y habituent, qui demandent simplement un peu de prévention. Bon. Vous avez la police autour du lycée, puisque les élèves fument maintenant à la sortie du lycée, et la police vient, et puis de temps en temps, on ramasse un ou deux qui ont un peu de cannabis sur eux et balance le cannabis dans les bouches d'égout. Et puis voilà, ça s'arrête là. Quelquefois, ils les emmènent au poste pour leur faire une leçon de morale, et ça ne va pas plus loin. Et alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette consommation massive n'entraîne pas de violence particulière dans les lycées sur le trafic de hashish. Et alors c'est tellement vrai qu'on se pose la question de plus en plus de dire mais si on légalise le cannabis, qu'est-ce que ça va donner? Pas grand-chose, ça va rien changer au niveau de la consommation de hashish. On a vraiment l'impression aujourd'hui que dans la pratique courante, c'est comme s'il y avait une légalisation du hashish. Bon,
Alors, est-ce que ça vaut le coup quand même de réclamer la légalisation du hashish, ou bien est-ce qu'il faut dire simplement, comme ce que vous disiez là tout à l'heure, dire basta la répression sur le hashish, quoi. Oui, je dirais que c'est vrai qu'on vit dans deux univers différents, dans deux planètes différentes. Il y en a une où c'est quasiment, enfin c'est légalisé ou hors la loi. C'est le cas sur Internet, c'est le cas pour la majorité des élèves et des jeunes qui fument du cannabis. Et puis il y a un autre niveau où il y a des gens qui en prennent plein leur gueule. Effectivement, c'est une lutte contre les pauvres, et en plus, c'est une lutte contre les pauvres de couleur. Parce que, malgré tout, enfin, aux États-Unis, 90% des 31 millions sont des Noirs. Et en France, on ne veut pas le savoir, mais moi, je sais que la dernière fois que je suis allée en prison, je parle pour une visite, eh bien, 9 sur 10 des gens qui sont en prison sont des gens qui sont colorés, arabes ou noirs. Bon, donc c'est ça, là, il y a un fossé, en fait, terrifiant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. La prohibition est un outil de lutte contre les pauvres, et c'est un outil raciste de prime. C'est une des raisons. Et le problème, c'est que tout se passe très bien tout se passe très bien là où vous êtes, là, apparemment. Tout se passe pas très bien. Et tout se passe plutôt très très mal dans les quartiers nord de Marseille, exactement, ou quand même à Stein, où il y a quand même des échanges. Donc, je veux dire, oui, c'est pas un problème de consommation. À l'heure actuelle, la prohibition, pourquoi on peut s'affirmer pour la légalisation? À l'heure actuelle, tous ceux qui veulent consommer du cannabis en consomment dans les pays occidentaux. Donc je ne pense pas que ça augmenterait le nombre de consommateurs. Mais par contre, ça pourrait contribuer, la légalisation, à mon avis, pourrait contribuer à une pacification sociale qui est indispensable. Voilà. Là, il faut vraiment qu'on arrête. Il nous reste 3 minutes, sinon on va se faire emmerder par la direction de la salle. Juste intervenir pour les âgés. Je voudrais dire, paradoxalement, on a martelé la pénalisation pendant 5 ans. Résultat, et moi je suis de ceux qui pensent que pour les mineurs, il faut continuer de maintenir un interdit, parce que s'il y a un âge auquel la rencontre de substances est dangereuse, c'est pour les mineurs. Voilà. Et paradoxalement, ça n'a pas arrêté la consommation des mineurs, ça l'a au contraire facilité. Donc voilà, ça n'enlève rien à ce qu'elle dit, à ce que disait Anne, au contraire par rapport au trafic, mais le paradoxe, c'est que ça n'a même pas aidé ceux que ça devrait aider, c'est-à-dire les mineurs. Et là, on a pourtant des éléments de santé publique qui devraient nous faire dire, avec eux, et on n'a pas besoin de pénaliser judiciairement pour intervenir, on n'a pas intérêt à laisser banaliser la consommation dans les lycées et encore moins dans les collèges. Alors, très rapidement, 30 secondes. Juste une chose que je voulais dire. On t'entend pas. Juste une chose, c'est un point clinique. Je trouve que les argumentations sur la violence sociale, etc., c'est très intéressant. Moi, je constate dans la clinique que le principal obstacle, c'est la prohibition dans le soin, dans l'attention, et particulièrement avec les plus jeunes, qui associent les professionnels des soins en toxicomanie à des flics. Et n'oublions pas que nous sommes à l'intérieur d'une institution qui est dirigée par la Direction Générale de lutte contre la toxicomanie. C'est-à-dire qu'on est en service commandé. Et tant qu'on a cette double casquette, même si on a l'impression qu'on ne l'a pas, on est perçu comme cela. Et je pense que c'est un obstacle. Et c'est pas hasard si la moyenne des gens qui fréquentent les centres de soins est de 30 ans et plus. Et que les gens qui commencent la consommation, et là où ça serait vraiment important de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir les voir, de pouvoir les aider, et bien ceux-là, on ne les voit pas. Et quand on les voit, c'est trop tard, c'est 10 ans plus tard, et qu'il y a eu pas mal de dégâts qui ont été faits.